Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission qui s'intéresse à la littérature au Bénin. C'est le rendez-vous littéraire hebdomadaire sur Canal 3 Bénin. Ça se passe tous les samedis à partir de 11h. Vous connaissez bien ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui est déjà très habitué de ce plateau. Est-ce qu'on a besoin encore de vous présenter Fousseni Tanko Banakoroji, revenu au devant de la scène littéraire avec un troisième ouvrage, Le Tournoi des Tourments. C'est un recueil de nouvelles, 3 nouvelles qu'on va décortiquer ensemble et voir un peu, je dois dire, l'approche dans laquelle il est resté pour écrire cet ouvrage-là. Monsieur Banakoroji, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Et félicitations. Merci. Dis donc, ça va très vite. En 2-3 ans, 3 ouvrages. C'est quoi? Les dieux sont avec vous? Non, c'est la passion. C'est la passion, c'est une passion qui était là, qui germait. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit arbre. Ça a commencé à bouillir, à bondir comme une éruption volcanique qui ne s'arrête pas. J'ai dit que votre recueil de nouvelles, Le Tournoi des Tourments, c'est quand même 3 nouvelles. Bien sûr. Qui parlent un peu de notre quotidien, même s'il y en a une qui nous renvoie à une époque complètement en arrière et lointaine. Mais votre objectif, votre logique de débat n'a toujours pas changé. L'approche conservatrice de la tradition et puis l'appréhension d'un développement de nos sociétés qui doit d'abord prioriser l'homme. On n'a pas changé en tant que tel. Non, je n'ai pas changé parce que c'est l'homme qui a reçu la mission d'habiter la terre, de la transformer et d'en faire un paradis. C'est pourquoi, quel que soit ce que nous faisons, la valeur humaine doit avoir priorité, primauté dans toutes nos actions, qu'elles soient technologiques, scientifiques, sociales, professionnelles ou même politiques. Mais il arrive des moments où, entre ce choix que vous proposez et, je dois dire, la vitesse lumière à laquelle justement le développement s'impose à nous, il arrive qu'il y ait des moments de heurts, comme par exemple avec cette première nouvelle intitulée Le fabricant de cercueils. À la traditionnelle, on sait comment est-ce que nous faisons nos enterrements. Avec le contact avec l'Occident, les choses ont changé, de sorte à créer, je dois dire, des heurts au niveau de la société. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi nous devons tenir compte d'un certain nombre de nos réalités, les réadapter. Vous voyez, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde où l'économique prend le pas sur le social. Et dans ces conditions, c'est l'économique qui détermine la vie sociale. Et par rapport à ça, il est très facile de tomber dans les travers. Parce que l'économique parle des chiffres, alors qu'au niveau social, on parle du cœur, de l'humanisme. Donc souvent, ça ne va pas ensemble. La recherche effrénée du gain fait en sorte que parfois, on piétine les droits humains. Alors, je résume rapidement l'histoire du fabricant de cercueils. C'était un fabricant de cercueils dans un quartier. Et les populations l'ont esté en justice parce que, disent-elles, depuis qu'il s'est installé, le nombre de morts a commencé à augmenter dans le quartier. C'est une réalité, non, de chez nous qu'on peut provoquer des morts, que ça ne soit pas naturel. Bon, il faut dire ici que nous sommes dans la fiction, dans la pure fiction. C'est vrai que la fiction prend ses racines dans les réalités quotidiennes. Et en tant qu'être humain, nous avons toute une pile de besoins. Et c'est l'argent qui règle ça. Donc, si vous créez un commerce, il est tout à fait légitime que vous vous attendez à engranger des bénéfices. Absolument. Donc le menuisier qui a trouvé dans la fabrication des cercueils un créneau porteur s'est investi à les multiplier gaiement et à les vendre, à les exposer en plein soleil bien vernisé. Bien attrayant d'ailleurs, voilà, donc, à vous donner envie de mourir à la limite. Et lui-même, il écrit sur son établissement, tout finira un jour. C'est clair. Donc, il fabrique à cœur joie et il est devenu l'un des
des personnages les plus importants du quartier sur le plan financier. Et tout ça là, son entourage ne le voyait pas de bon œil. Et surtout que, par coïncidence, il s'en est suivi une série de morts. Donc, et tout de suite, de jeunes. Voilà, tout de suite. Et comme chez l'Africain, rien n'est naturel. Rien n'est naturel, tout va au-delà de la science moderne. Il faut consulter la science occulte aussi. Donc, au 18e mort, donc les sages ont trouvé que ces morts ne sont pas naturelles, qu'elles sont provoquées. Et ils ont même donné la date de la prochaine victime, le jour où la prochaine victime va mourir. Et même les gens, ils ont dit le sexe de l'enfant qui allait mourir. Et jour pour jour, c'est arrivé. Donc c'est ça qui a soulevé la population qui, entre-temps, s'était rendue chez le chef quartier pour trouver un compromis avec le fabricant. Mais s'adossant sur ses relations politiques, il n'a pas voulu entendre raison, il a continué son commerce, il a même multiplié par 10 ses salons d'exposition en ville. Et donc c'est les voitures qui passaient, donc il est devenu grand, on ne pouvait pas l'inquiéter. Donc, et quand la population se fâche, quand elle se fâche, elle peut casser tout. Elle peut tout casser, voilà, pour trouver tout de suite des... Et ma question c'était, est-ce que réellement, dans nos traditions, ce n'est pas effectif qu'on peut provoquer le malheur comme ça ou les morts comme ça, justement? Et bon, Ali Nagnon, le Fano, a répondu à cette question. Il a dit que ce n'est pas chose impossible, que nous sommes dans un monde de toutes les possibilités. Il suffit seulement de trouver une petite gourde, d'entrer dans la bourse, de chercher une colonne de fourmis, sans les tuer, de les attraper une à une et de les mettre dans la gourde. Il y a quelques feuilles qu'on ajoute, et maintenant on vient, là où on veut faire de dégâts, on vient, on perce par le bas. Donc si par malheur une fourmi tombe devant une concession, dans les jours qui vont suivre, il y aura un décès nécessaire. C'est réel ou c'est toujours une fiction là? Bon, c'est réel. C'est réel, ça fait partie au-delà peut-être je dois dire, de cette action humaine, propre aux réalités traditionnelles africaines, qui peuvent provoquer la mort. Est-ce que le fait de côtoyer aussi, ou d'installer un contexte mortuaire avec, je dois dire, un cercueil, toute l'ambiance qui va avec le contexte mortuaire, n'est pas aussi un élément favorisant justement l'avènement de la mort? Rien que par le naturel aussi. Oui, il faut dire que l'Africain célèbre les morts. Parce que nous avons de contacts intimes avec les ancêtres. Et avant même que le temps moderne ne vienne, il y a des moments où, chez nous, là-bas, c'est des centaines de bœufs. Il y a des années, si c'est tous les 5 ans ou tous les 10 ans, on tue. On tue. Sous la Révolution, ça a connu un frein, mais ça a encore repris de plus belle. Quelqu'un a écrit que les morts ne sont pas morts, donc on est toujours avec eux. Les morts ne sont pas morts, c'est vrai. Pour l'Africain, nous vivons toujours avec nos morts. Ils sont proches de nous. Et d'ailleurs, nous faisons tout pratiquement en tenant compte justement de leur omniprésence dans notre quotidien. Mais vous ne faites pas juste quand vous mettez cet acteur qui peut être porté par des forces occultes traditionnelles, vous le mettez en face d'un juge qui n'est pas initié à ces réalités, à ces pratiques, pour décider de l'issue d'une affaire aussi délicate. En réalité, je peux dire que c'est le juge qui l'a cherché. Ah oui. Oui, c'est le juge qui l'a cherché, parce que quand les avocats du fabricant de cercueil, M. Gbangban Raphaël, quand ces avocats sont venus, ils ont demandé aux médecins légistes de leur dire dans quelles conditions la petite Kichola est morte. Est-ce que l'autopsie a révélé qu'ils ont trouvé des clous sur son cœur ou des morceaux de bois dans son estomac ou des trucs comme ça qui peuvent provoquer la mort? Le médecin légiste a dit non. Et il demande, mais est-ce que dans la longue liste des causes de décès répertoriées par la médecine, est-ce qu'il y a l'installation d'un atelier de menuiserie?
Le médecin dit non. Bon, dans sa profession, durant toutes ses études, il n'a jamais vu ça. Donc tout ça là énervait déjà les populations. Mais c'est quand même des questions sincères et honnêtes. Je suis d'accord. Objectives même quand on est juge. Oui, et c'est pourquoi Banso Magana, le porte-parole des habitants des populations de Massavo, a dit que ce que le juge demande comme preuve suffisante pouvant accabler Monsieur Gbangban, ces causes-là existent. Seulement, c'est des causes qui ne s'apparentent pas à la réalité, à la rationalité occidentale. L'homme noir voit au-delà de l'obscurité. Puisque la science sur laquelle la justice moderne se base, c'est ça, c'est un déphasage complet. C'est un déphasage complet. Avec la réalité. Donc, s'ils veulent des preuves, eux, ils peuvent apporter des preuves. Mais ces preuves-là, c'est le président lui-même qui va les confirmer. Ils ont appelé le Fano et le président dit bon, tout ce qui peut permettre la manifestation de la vérité. Donc, le Fano est arrivé et le Fano a révélé une partie de la vie au président, sa vie intime. Et c'est là où lui-même, il s'est ressaisi. Il a dit, ces gens-là ne mentent pas. De toute façon, Alinayon a dit, mais que c'est bizarre que la justice moderne perd tout son temps. Alors que il a donné les chemins pour aller rapidement. Il a donné la métaphore, il dit, mais prenez deux individus qui entrent dans une forêt. Un qui a un bâton à main et l'autre une hache. De ces deux personnes, de qui les arbres auront-elles peur? Donc, le monsieur vend des cercueils. Sa première prière, son souhait, c'est quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Finalement, le président a compris qu'effectivement, même si de façon occulte, monsieur Gbangban n'était pas l'auteur, mais du fait d'avoir créé une industrie au sein d'une population qui se sent mal à l'aise, la cohabitation serait difficile et à tout moment ça peut dégénérer. C'est pourquoi il a demandé à M. Gbangban de désinstaller, d'enlever son atelier du quartier. Mais comment concilier justement ces réalités qui sont propres à nous et la science qui n'a pas l'œil au-delà de l'œil africain qui voit quand même à travers le noir, comme vous le dites? Non, il faut dire que la science est en train de faire des pas. Voyez, parce que quand vous prenez le 19e siècle et le niveau de la science, ce que la science avait comme acquis, comme atout, aujourd'hui, ça a évolué. Quand vous prenez aujourd'hui cette science paramédicale qui ne soigne plus directement, mais on fait appel à la conscience. On vous endort et c'est votre conscience qui dit de quoi vous souffrez et quels sont les remèdes. C'est scientifique, vous voyez, c'est scientifique. Donc, ces choses-là, le noir le savait. Parce qu'avant qu'une maladie ne devienne physique, elle est d'abord spirituelle. Et c'est le spirituel que l'Africain guérit d'abord, avant de venir au physique. Je crois que la science est en train d'aller vers cet objectif-là. J'ai observé un peu l'attitude de l'honorable, un peu des responsables au niveau du quartier et leur léthargie, leur inactivité. Je n'arrive pas à me l'expliquer en tant que tel. Pourquoi est-ce que les autorités, quand des problèmes se posent aux populations, que ça doit être les populations elles-mêmes qui prennent le devant plutôt que les autorités elles-mêmes pour arranger les choses? Bon, c'est vrai, vous savez, c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes dans les pas que nous faisons vers la construction de notre nation. Il faut dire que nous sommes dans la jeunesse. Nous sommes dans les premiers pas. Et normalement, dans des pays sérieux, il y a toute une nomenclature de comportement qu'il faut éviter. Voyez? Et dès que vous tombez en travers de cette nomenclature, tout de suite, n'importe quel citoyen peut vous arrêter. On peut faire. Même la police est aux aguets. Vous voyez que chez nous, ici, nous sommes en train de reconstruire notre nation. Nous partons
du temps de nos grands-pères vers une époque moderne, une époque de nos enfants, où nos enfants ne connaîtront même pas les valeurs qui ont permis à nos ancêtres de traverser le temps. Donc pendant cette période-là, il se peut qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des collisions d'intérêts. Donc c'est ça, on fait avec jusqu'à ce que nous allons atteindre la lumière. Allez, j'ai bien envie qu'on parle de la troisième nouvelle. Oui. La seconde, c'est intitulé Le Percepteur. Oui. Ça m'intéresse très bien. Mais... Oui, mais là, je voudrais en fait dire que ce n'est pas du passé. Vous savez, le problème qui se pose, c'est le choix que nos dirigeants doivent faire. Face à des contraintes Pas des extérieures. contraintes extérieures. C'est ça, ce n'est pas que le percepteur, non, ça renvoie à l'actualité, aux réalités d'aujourd'hui. Parce que notre État a pris des engagements sur le plan international, voyez, qu'il faut respecter. Tout à fait, Et oui. dans le même temps, en contrepartie, l'extérieur veut certaines choses qui pénalisent les populations. Donc, les leaders doivent jouer à l'équilibriste, c'est ça, et c'est pas facile. Oh, c'est des réalités qui, ma foi, ne datent pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Les anciens l'ont connu, ceux qui leur ont succédé ont connu ça, les actuels dirigeants aussi les connaissent. J'espère juste que les générations à venir vont travailler à ne plus les connaître. Je propose qu'on aborde le lion et la jeune mariée. C'est une thématique assez intéressante à mon sens. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire d'une jeune dame mariée nouvellement à un homme, mais qui, mue par des sentiments de jalousie et justement par l'activité un peu trop attrayante de son homme vis-à-vis des femmes, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc, elle va voir un sage pour avoir des conseils, afin de contenir davantage son homme et le contrôler. Et le sage qui le propose de lui trouver en tout cas la solution si elle lui apportait des cils de lion. Ouais. Et la femme qui lui promet de lui trouver des cils de lion. Et effectivement, donc, l'histoire raconte qu'elle a trouvé ces cils de lion vivants. D'abord, ce que je retiens, c'est que la femme ne recule devant rien. N'essayez même pas de trouver un argument pour la contrecarrer. En tout cas, quand elle est amoureuse ou quand elle est décidée à atteindre un objectif. Pourquoi on confie un pouvoir aussi extraordinaire, ou on croit que la femme est aussi extraordinairement puissante et forte? Ouais, elle l'est. Ah oui? Ce n'est pas une croyance. C'est naturel, c'est inné. Dans les Écritures saintes, on nous dit que c'est la dernière créature. Or, vous savez... Et puis elle est à combien? 7 paires de côtes. Elle est si forte que ça par rapport à 9 paires de côtes. Non, en réalité, oui. Même dans la vie courante, est-ce que vous voyez, quand vous prenez votre iPhone de 2012 et vous prenez votre iPhone de 2023, c'est-à-dire le dernier cri, il y a de différences. Donc, en la femme, il y a des possibilités, des potentialités innées qui ne sont pas en l'homme. C'est pourquoi quand elle décide de faire quelque chose, toute la nature l'accompagne à le réaliser. Et vous verrez, un enfant qui parle mal à sa maman, qui l'insulte, voyez comment il grandit dans la société. Voyez son état dans la société. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que vous voyez? Même nous-mêmes en tant que couple, quand vous avez votre épouse, et chaque fois vous lui parlez mal, vous dites ce qui ne va pas, et avant de quitter la maison, l'enthousiasme n'est pas gain, vous-même vous saurez, vous allez recevoir le coup. Donc, c'est des êtres, c'est des coefficients de visibilité et de fierté. Donc, dès qu'elle décide, dès qu'elle est prête à vous aider, elle vous fait monter. Vous irez jusqu'au ciel. Vous irez jusqu'au ciel. De la même façon, quand elle se fâche, elle vous amène au sous-sol. C'est l'engagement aussi de la femme à tenir debout son foyer.
quoi qu'il lui coûte. Je retiens aussi que si un couple doit tenir, qu'un foyer doit tenir, il y a un grand rôle que la femme doit jouer. Et ma peur, c'est le conditionnement que vous faites. C'est-à-dire que c'est la femme qui peut décider si oui ou non ça va aboutir, et elle a le pouvoir même de conditionner son homme pour que cela aboutisse. Ah oui, en réalité, la femme, c'est un être merveilleux et complexe à la fois. Et nos ancêtres, qui étaient plus vertueux que nous, parce que vous conviendrez avec moi que ceux qui ont vécu avant nous avaient plus peur de Dieu. Vous voyez. Donc, pour qu'ils acceptent à un moment donné, dans la répartition des tâches sociales, de missions sociales qu'on confie à la femme, le rôle sacré de garder le foyer, c'est qu'on a vu en elle un certain nombre d'aptitudes. Et c'est ce que j'expliquais lors du lancement. Ce sont elles qui ont créé le foyer et par extension devenu foyer conjugal. Parce que les 3 pierres qui forment le foyer, chacune de ces pierres rappelle à la femme sa mission. La première pierre dit, pour rester avec un homme, il faut pardonner beaucoup. Le sens du pardon. La deuxième pierre dit, il faut tolérer. Ce n'est pas tout ce que tu vas voir là, tu vas déclarer la guerre. Sinon le foyer aura de problèmes. La troisième pierre dit, c'est la disponibilité et le dévouement. Vous voyez. Donc c'est ces 3 pierres réunies qui font le foyer. Et c'est sur ça qu'on met les marmites et autre chose pour faire le repas. Donc ce sont les femmes qui ont créé cet outil pour se rappeler quotidiennement leur mission dans la société. On ne leur impose pas ça. Mais elles ont des capacités innées, naturelles et humaines, qui leur permettent de tenir ce rôle. Vous voyez. Donc c'est ça, ce n'est pas que nous sommes braqués sur les femmes, non, ce n'est pas ça. En réalité, au-delà de la Deuxième Guerre, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le genre qui a connu plus de bouleversements, c'est le genre féminin. Les hommes sont restés ce qu'ils sont. Vous voyez. Donc, il aurait fallu que, à la vitesse des changements que la société est en train d'opérer en faveur des femmes, que les hommes aussi s'élèvent. Donc on aurait dû donner une autre éducation aux hommes pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait moins de problèmes, ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on a trop focalisé l'attention et l'action sur la femme. Sur la femme. De sorte qu'il y a un déséquilibre qui ne dit pas son nom, mais qui est là. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la déscolarisation des femmes, c'est-à-dire que c'est les hommes seuls qui doivent aller à l'école. Non. Aujourd'hui, nous ne disons pas que quand on est femme, on est moins qu'un homme. C'est-à-dire la différence de genre ne devrait pas induire une différence de valeur. Donc ce n'est pas de ça que nous parlons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de dire la femme doit rester au foyer, qu'elle ne va pas travailler. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire quel équilibre trouver aujourd'hui entre la liberté qui est donnée aux femmes et notre conception de la famille africaine. Et c'est ça le problème. Il y a un conditionnement pour permettre à la femme de rester dans ce rôle que vous avez décrit tout à l'heure. Un conditionnement, quand je lis la nouvelle, un conditionnement au départ de la femme avant même qu'elle ne rentre dans le foyer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce conditionnement, c'est-à-dire le père qui doit lui parler, la mère qui doit lui parler, les épouses, la maison paternelle de la femme qui doivent lui parler, etc. Ce conditionnement n'existe plus pratiquement. Est-ce qu'il y a un rôle fondamentalement que ce conditionnement jouait dans la façon dont la femme tenait son foyer par le passé? Oui, vous savez, c'est vraiment déplorable aujourd'hui que la question de l'amour qui ne radicalise pas les régions, qui ne radicalise pas les religions. Est-ce que vous voyez? Cette question-là, aujourd'hui, est en train de créer un autre règne.
Parce qu'avant, ce n'est pas le garçon qui va demander la fille en mariage. La famille. C'est la famille qui voit le comportement, qui connaît cette famille-là, quels sont les maux dont ils souffrent. C'est des voleurs. Est-ce que dans leur maison, les gens meurent vite? Donc, on voit tout ça là et on choisit le meilleur pour son fille. Et de l'autre côté aussi, on choisit le meilleur pour la fille. Aujourd'hui, vous vous rencontrez dans un café. Ah, ça c'est même beaucoup mieux. Sinon, c'est sur Voilà, WhatsApp, c'est sur WhatsApp maintenant que ça se fait. Et ça commence. Elles se voyaient. Sinon, nos mamans, avant de se marier, on le savait. La famille se réunit. On dit, bon, tu exportes nos valeurs dehors. On compte sur toi. Puisque, entre-temps, elle a déjà reçu les bases qu'il faut pour aller vivre dans une autre maison. Et c'était heureux. Parce que quand on veut vous envoyer dans une autre maison en tant qu'épouse, le cercle des femmes vous réunit. On vous met au milieu et on vous donne un tabouret. Asseyez-vous. Les femmes disent, bon, nous avons reçu cette mission de perpétuer la vie. Elles se voient. L'homme devient responsable et respecté quand il a une femme à la maison. Parce que quand vous avez une femme à la maison, c'est en ce moment que les gens viennent, on va dire, ah, il a une famille, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas de femme qui vient vous voir, ce sont vos collègues, vos amis, c'est tout. Donc, on met la femme au milieu, on lui donne des conseils à travers le vécu et l'expérience de chacune des femmes qui l'entourent. Et tu vois, moi, on m'a traité de sorcière. L'autre va dire, on m'a dit, moi, je mange mes enfants. On a dit, ah, moi, je suis une voleuse, moi, je suis une paresseuse, etc. Mais, parce qu'on a tenu le coup, aujourd'hui, sans nous, la maison est dans l'obscurité. Donc, toutes ces étapes, tu vas les suivre, tu vas les vivre dans ton foyer. Mais sois patiente. Parce que c'est grâce à la patience que tu vas récolter les lauriers. Mais ça, c'est la vieille école. Comment est-ce qu'on concilie? Parce qu'aujourd'hui, oui, on n'a plus forcément, en tout cas dans toutes les familles, on n'a plus forcément la grand-mère de 1960, le grand-père de 1950. Tous sont pratiquement partis. C'est une nouvelle génération de grands-pères qu'on a, qui n'ont pas forcément eu à perpétuer, je dois dire, cette tradition, cette connaissance, ce mode de fonctionnement, etc. De sorte à ce que les familles se modernisent aujourd'hui. Comment faut-il faire un retour en arrière? Comment est-ce qu'on se retrouve dans cet imbroglio qui se crée? Monsieur Tanguy, Dieu a créé l'homme et lui a donné le sens de l'observation et le sens de la conservation. Voyez-vous, aujourd'hui nous parlons de modernité. Mais quand nous voyons l'origine de cette modernité, d'où ça vient, nous voyons aujourd'hui la déliquescence dans laquelle les familles se retrouvent. Donc, avec notre instinct de conservation et d'observation, nous devrions dire, mais attention, nous voulons telle chose, c'est vrai, c'est bien, telle chose, c'est vrai, mais telle autre, c'est pas bon pour nous. Vous voyez, ce n'est pas une question de modernité. Le Japon, la Chine sont des pays modernes, sont dans le modernisme. Et pourtant, ils conservent toujours leurs traditions. Et c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, mais la famille en Afrique, c'est la sécurité sociale, n'est-ce pas? Mais en Europe, quand votre père, votre mère sont devenus des personnes âgées, on les confie à la pension, n'est-ce pas? Parfois même, c'est leur cercueil que vous venez accompagner. Vous ne les verrez même pas. Vous faites 3 ans, 4 ans, c'est peut-être une fois par an, pendant Noël, que vous vous appelez. Mais nous, les Africains, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, si sur le plan technologique, ces pays sont venus à ce niveau-là, et nous-mêmes, nous devons faire attention pour dire, ah, nous, ce qui fait notre valeur, c'est la famille, c'est le sens de famille, la chaleur de l'accueil. Nous sommes pauvres, mais nous sommes humains. Nous gardons encore les germes de l'humanisme. Donc, il ne faut pas tout perdre. C'est ça le problème.
il faut que l'Afrique se retrouve à travers quelque chose dans la construction du monde. Si nous devenons comme eux, ou nous, dès que les enfants sauront que mon père, quand il sera vieux, il ira à la pension, ma maman ira à la pension, donc je vais vivre avec mon épouse. Mais ça devient quoi? C'est la dislocation totale de notre société. Ça ne nous ressemble pas. Vous voyez, nous optons pour la modernité, nous voulons la technologie pour avancer, mais nous avons nos valeurs. Et ces valeurs-là ne sont pas négociables. Il ne faut pas les rejeter. Le temps, il est parti. Jocelyn Bariga me fait de grands gestes pour dire qu'on a dépassé le temps. Sénitanko Banakoroji, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci. J'espère vivement que d'ici 6 mois, on aura encore un nouvel ouvrage dont on va parler. Bon, ça m'étonne. Quand j'ai fait les prémices de l'humanité, je disais que non, je vais m'en arrêter. J'ai fait La vie nous sépare, la mort nous unit. J'ai dit, bon, ça suffit. Maintenant, je viens au tournoi des tourments qui me tourmentent aussi parfois. Bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. La matière est là. Nos prières que la mère continue d'accoucher. Merci beaucoup. Merci. Et qu'on n'ait pas à se plaindre, en tout cas, de la rareté de ses enfants. C'est toujours beaucoup. intéressant pour nous, en tant que chroniqueurs, d'avoir de la matière toujours disponible et de qualité surtout. J'aime bien votre style d'écriture. Elle est toujours très intéressante et accrocheuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être restés à notre compagnie. Vous passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. C'était votre émission de littérature qui se passe sur Canal 3 Bénin tous les samedis à partir de 11h. D'ici là, vous portez très bien. On va se voir samedi prochain à la même heure. Merci beaucoup. Merci.